Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de m'accueillir. On est aujourd'hui chez Les Concours à venir parce que j'ai découvert récemment qu'il y avait plusieurs concours. On va en parler. D'où est venue cette idée de proposer un concours commun pour plusieurs écoles d'ingénieurs ? Alors ce concours, il a 14 ans, ça fait déjà 14 ans que ces écoles se sont réunies pour créer un concours commun. Avant la création de ce concours, les écoles recrutaient de façon complètement indépendante. Un jeune qui voulait déposer un dossier de candidature dans plusieurs écoles devait déposer plusieurs dossiers, faire un peu le tour de France, des épreuves écrites, des entretiens, payer plusieurs frais de candidature à chaque fois. Les écoles, à cette époque-là, se sont rendues compte que leurs exigences en termes de sélection étaient relativement similaires et qu'il n'y avait aucune nécessité à faire subir à ces jeunes un marathon, un Tour de France et des formalités administratives trop nombreuses. Donc se sont réunis pour proposer un concours commun au sein duquel le candidat dépose un seul dossier de candidature, peut choisir librement les écoles qui l'intéressent au sein de ce concours, ne payer qu'une seule fois les frais de dossier, c'est pas négligeable, et ne passer qu'une seule série d'épreuves écrites ou potentiellement d'entretiens, ce qui simplifie énormément sa procédure. Pour ce qui est du post-bac, quelle est l'articulation avec Parcoursup ? Alors, on est très proche, on est lié à Parcoursup, puisque c'est le passage obligé aujourd'hui pour les jeunes de terminale qui souhaitent être candidats aux écoles du concours à venir. L'avantage d'un concours commun comme le nôtre, c'est qu'il ne représente qu'un seul vœu. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du nombre de vœux qui sont autorisés dans Parcoursup pour les candidats, mais ils sont contraints, ils sont restreints, ces vœux. Donc, le fait que les écoles du concours à venir, et quel que soit le nombre d'écoles au sein de ce concours que le candidat choisira, tout cela ne lui décomptera qu'un seul vœu. Donc, ça, c'est l'un des avantages que l'on a, nous, en qualité de concours commun au sein de Parcoursup, mais tout se passe sur cette plateforme indéniablement. Aucune candidature ne nous parvient directement. On s'inscrit au concours avant Parcoursup, sur Parcoursup, après Parcoursup ? C'est sur Parcoursup, encore une fois. Alors tout est très bien fait sur Parcoursup. Il suffit, alors Parcoursup fonctionne aujourd'hui avec un système de moteur de recherche qui est très bien fait, sur lequel les candidats peuvent rechercher les formations qui les intéressent de tout plein de manières différentes, que ce soit un domaine de l'ingénierie qui les intéresse, une école, directement taper le nom de l'école s'ils ont déjà repéré l'école qui les intéresse, ou même, et c'est notre cas, taper concours à venir dans la barre de recherche et ils découvriront toutes les écoles issues de ce concours, et il suffit tout simplement de cliquer sur l'école qui les intéresse pour la mettre dans leur fameuse liste de vœux et être candidat. Mais c'est vraiment sur Parcoursup que tout se passe. Très bien. Quelles sont ces écoles ? Alors, 7 écoles aujourd'hui qui sont réparties sur 18 campus distincts, puisque la plupart de nos écoles disposent de plusieurs campus. Ce chiffre de 18, il n'est pas anodin, parce que les candidats devront bien candidater à des campus et non pas à des écoles. Si une école dispose de plusieurs campus, le candidat est libre d'être candidat à un, deux ou à tous les campus de cette même école. Alors aujourd'hui, ces écoles, ce sont Builders, l'ECE, l'EXI, l'EPF, l'ESIGELEC, l'ESILV et l'ESTACA. Dans les noms que je viens de citer, vous trouverez des écoles dites plutôt spécialisées qui s'adressent à des jeunes qui ont déjà une idée assez précise, souvent pour des raisons familiales d'ailleurs. La maman, le papa, le grand frère ou le grande sœur sont déjà dans ce domaine et ont su passer un petit peu leur passion aux plus jeunes. Donc des écoles spécialisées, parfois dans le domaine des transports, aéronautique, espace, automobile, ferroviaire, naval, enfin voilà, tout ce qui touche au transport. Parfois aussi dans le domaine du bâtiment, du génie civil, parfois également dans le domaine du numérique. Bref, pour des jeunes qui ont déjà une sensibilité assez importante du domaine qui les intéresse. Et puis il y a aussi dans ce concours, et c'est très important, des écoles dites généralistes qui, à l'inverse, s'adressent à des jeunes, et ils sont nombreux dans les familles aujourd'hui, à ne pas avoir une idée très précise du domaine de l'ingénierie qui les intéresse. Ils ont une appétence pour les sciences, c'est une chose. Le diplôme d'ingénieur les intéresse parce qu'ils sont conscients que cette fonction leur permettra, pour une phrase toute faite, d'améliorer un petit peu le monde de demain. Mais le domaine spécifique, ils sont bien incapables de choisir parce qu'ils n'ont jamais abordé ça. Enfin, en terminale, on fait pas d'électronique, on fait pas d'informatique, on fait pas de numérique, on fait pas de télécom, enfin bref. Et on est en train de demander à des jeunes de choisir le domaine dans lequel ils vont passer les
40, 45 prochaines années de leur vie, sans pour autant leur avoir donné toutes les informations. Donc ces écoles généralistes l'ont bien compris et disent à ces jeunes, nous ne vous demanderons rien à l'entrée, nous allons prendre, nous écoles, la responsabilité de vous faire goûter à ces différents domaines de l'ingénierie pour seulement au bout de 3 ans, généralement, faire un choix éclairé, parce que pendant 3 ans, on vous aura donné des cours d'initiation un petit peu à ces différents domaines, vous aurez fait des stages dans ces différents domaines, et au bout de 3 ans, on considérera que vous aurez les informations dont vous ne disposiez pas à la sortie de terminale pour faire maintenant un choix. Le jeune, à ce moment-là, fait un choix d'orientation et un choix de spécialisation qu'il suit sur les 2 dernières années. Voilà. S'il y a un avantage à ces écoles-là, c'est qu'il n'y a, du coup, on n'a plus cette angoisse que peuvent avoir les jeunes et les familles sur l'erreur d'orientation. Là, pour le coup, le jeune choisit vraiment en connaissance de cause. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas forcément mieux qu'une école spécialisée, parce que je dis toujours, si un jeune a une idée précise de ce qu'il souhaite faire, qu'il ne perde pas de temps et qu'il aille faire tout de suite ce qui l'intéresse. Ça fait quelques années qu'on l'envoie à l'école sans lui demander son avis. Là, pour le coup, on lui dit qu'est-ce que tu veux faire. S'il a une idée précise, qu'il aille le faire tout de suite. Il y a des écoles spécialisées pour ça. Voilà, ce sont vraiment les 2 profils qu'on remarque, nous, à l'accueil, à l'entrée de nos écoles. J'ai parlé au début de cet entretien de plusieurs concours, parce que vous avez un concours à l'occasion du baccalauréat, oui. Un autre en bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, oui. Je m'arrête où ? Je m'arrête là ? Bac plus 4 encore. Bac plus 4 encore. Donc ça veut dire que vous proposez, et j'imagine que ce n'est pas les mêmes épreuves, on reviendra dessus, mais des concours pour accéder à ces écoles, à ces mêmes écoles, à différents moments des études supérieures. Exactement. Alors, on a tendance, nous, à plutôt parler de procédure pour éviter de perdre un petit peu les jeunes et les parents. On indique, nous, plutôt qu'on ait un concours avec plusieurs procédures et que ces procédures dépendent de l'état des études actuelles du candidat au moment de sa candidature. Le gros de notre contingent, vous l'avez évoqué, ce sont les jeunes qui rentrent dans nos écoles directement après le bac, via Parcoursup, on l'a dit juste avant. Mais il y a aussi des jeunes qui rejoignent nos écoles en admission dite parallèle, après avoir entamé des études supérieures. Ils ont déjà le bac en poche. Et il y a au sein de ces jeunes qui nous rejoignent en admission parallèle, pour être tout à fait honnête, 2 profils différents. Le premier profil, ce sont des jeunes qui ont entamé et terminé des études supérieures, un cycle court, professionnalisant, j'entends un bachelor, un BUT, des choses comme ça, et qui, à l'issue de cette diplomation, ne souhaitent pas rejoindre le monde du travail, mais poursuivre leurs études pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Dans ces cas-là, ils nous rejoignent pour faire les années qui leur manquent et obtenir ce diplôme. Et il y a aussi, il faut le dire, des étudiants en réorientation, des jeunes qui, et ça arrive, s'aperçoivent qu'ils n'ont pas fait le bon choix à la sortie de la terminale, qui, au lieu de rejoindre nos écoles, ont préféré s'orienter vers des études de médecine, vers des classes préparatoires, vers des BUT, et qui en tout cas ne se sentent pas à l'aise, que ça soit académiquement ou dans l'environnement qui leur plaît, et qui souhaitent changer complètement d'orientation, et donc nous rejoindre pour essayer de rentrer et obtenir le diplôme d'ingénieur dans nos écoles. Donc soit une poursuite d'études après un diplôme, soit une réorientation, en sachant qu'il faut être très clair avec les jeunes et les familles qui écoutent aujourd'hui. La situation de réorientation ne doit surtout pas être considérée comme une situation d'échec. Je le disais, redoubler, perdre une année quand on est dans le secondaire ou au lycée, c'est souvent synonyme d'un échec académique, il faut le dire. Ce qui est pas du tout le cas quand on est dans le supérieur. Il faut bien imaginer que les jeunes, quand ils rentrent dans le supérieur, le système français est très complet, mais très complexe également, et faire un choix n'est pas toujours évident, et il est très facile de se tromper et de ne pas faire le bon, et qu'il faut comprendre que les jeunes ont besoin de temps pour trouver leur voie, et que se réorienter, redoubler et changer de voie quand on a 18 ou 19 ans, il n'y a surtout rien de dramatique là-dedans, quoi. Qui peut postuler ? On va parler du concours au moment du baccalauréat. Oui. Qui peut postuler ? Quel élève de terminale peut postuler ? Nous avons une communication assez appuyée sur le fait que les jeunes qui doivent tenter leur chance pour intégrer nos écoles doivent de préférence avoir un profil scientifique. J'entends scientifique, suivre des spécialités terminales scientifiques, ça veut dire les mathématiques, les 4 autres spécialités scientifiques qu'on connaît, physique, SVT, sciences de l'ingénieur et numérique. Après, les maths en terminale ne sont pas une obligation. Nous avons aussi une procédure dédiée aux jeunes qui auraient suivi 2 spécialités scientifiques sans forcément avoir gardé les maths en terminale, mais potentiellement en ayant quand même gardé l'option maths complémentaire, par exemple. Bon, pour simplifier le discours, je pense que tout le monde a en tête que pour candidater dans une école d'ingénieur, il faut quand même avoir une appétence et donc avoir quand même gardé soit un minimum les maths en terminale, soit des spécialités dites scientifiques quand même. Ouais. Quid des bacs technologiques ? J'ai vu que les STI 2D avaient une procédure particulière.
tout à fait, ils sont aussi les bienvenus. Alors ça, depuis de nombreuses années maintenant, ça c'est presque pas une nouveauté pour nous. Nos écoles s'ouvrent aussi à ces bacs technologiques. Alors STI 2D uniquement, alors toutes les spécialités du STI 2D, mais STI 2D uniquement. Effectivement, la procédure est un petit peu différente. Les écoles ont ressenti le besoin de rencontrer ces étudiants pour qui le profil n'est peut-être pas aussi naturel que ça au départ, pour s'assurer que l'offre pédagogique d'abord de ces jeunes correspond bien à ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, il faut le reconnaître, bien éclaircir avec ces jeunes le parcours qui les attend. Un jeune qui est en bac STI 2D va devoir fournir un travail relativement conséquent et il faut qu'il en soit conscient. Donc l'entretien est aussi là pour ça. L'entretien de sélection est un entretien somme toute assez classique de motivation, maturité, projet, dans lequel on essaye de comprendre pourquoi le jeune est passé par un bac technologique et par un bac général, pourquoi est-ce qu'il souhaite rejoindre une école, est-ce qu'il y a déjà un domaine qui l'intéresse, et puis on essaye de mesurer pardon pour l'expression, mais voir s'il en a encore un petit peu sous le pied. C'est-à-dire, on est nous conscients qu'il va devoir fournir une charge de travail. Il faut qu'on sente que cette charge de travail ne sera pas un problème pour lui dans le supérieur. On admet chaque année de nombreux candidats STI 2D qui, une fois intégrés, dans la très grande majorité des cas, s'en sortent très bien et obtiennent, et ça c'est important quand même, il faut le dire, à la fin, exactement le même diplôme. On parle bien de la même chose. Les élèves de STI 2D finissent par se retrouver dans la même promotion que tous les autres étudiants. Et le diplôme est strictement le même pour tous ces jeunes à la sortie, évidemment. Quelles sont les épreuves qu'ils vont avoir ? Donc on a parlé dans certains cas d'un oral. Le concours en lui-même, c'est quoi comme épreuve ? Alors l'entretien dont on vient de parler juste avant, il est très spécifique aux élèves de terminale STI 2D. Ce sont les seuls qui devront passer un entretien. Tous les autres candidats bac généraux qui souhaitent rejoindre nos formations d'ingénieurs, eux, devront passer des épreuves écrites. Vous l'avez dit, alors ils sont au nombre de 3 pour ce qui est du concours à venir. Une épreuve de maths, une épreuve de sciences et une épreuve d'anglais. C'est là qu'on arrive à faire un petit peu la différence en fonction des profils des candidats, ces profils qui sont liés à leurs 2 spécialités de terminale. L'épreuve de maths, je crois que c'est forcément une très, très logique pour tout le monde. L'épreuve de maths pour les élèves qui ont suivi la spécialité maths de terminale sera basée sur ce programme de la spécialité maths de terminale. Nous avons, je l'ai évoqué tout à l'heure, des jeunes qui n'ont pas forcément suivi la spécialité maths en terminale. Cette épreuve, elle, sera basée sur le programme de l'aspect de première, de l'aspect maths de première. Pardon. On est en capacité d'adapter nos sujets au regard des spécialités du profil des candidats. Mais c'est des épreuves écrites et il n'y a pour le coup pas d'entretien pour ces jeunes-là. Sauf pour les programmes de bachelor, dont on parlera peut-être un petit peu après, mais c'est encore un autre sujet. Justement, peut-être préciser sur ces épreuves de maths, est-ce qu'un jeune qui n'a pas suivi mathématiques en terminale et qui donc va passer le concours avec des épreuves basées sur ce qu'il a appris en première, garde les mêmes chances ou ça sera peut-être un peu moins avantagé ? Est-ce qu'il perd de facto des places Alors elle est très, très importante cette question parce qu'on insiste sur le fait que ce sont des classements bien différenciés. À aucun moment nous ne comparons un jeune qui a fait maths en terminale avec un jeune qui n'a pas suivi maths en terminale. Ce sont des profils distincts avec des procédures et des sujets distincts et des classements distincts. Et in fine, un nombre de places réservées distinctes. Ça veut dire que à aucun moment un jeune avec une spécialité maths en terminale ne prendra la place d'un jeune qui n'a pas suivi cette spécialité. Ce sont vraiment des procédures distinctes avec un nombre de places strictement réservés pour ces jeunes-là qui sont à aucun moment défavorisés. On insiste bien là-dessus, ils sont comparés entre eux, mais jamais avec un candidat qui n'a pas le même profil. Un jeune qui n'a coché dans les vœux Parcoursup que les STACA, par exemple, ou que les Sylves, un autre qui a coché les 18 possibilités et campus. Il y en a. Est-ce que il sera favorisé, celui qui a été sélectif dans son choix, ou ça ne rentre pas du tout ligne de compte dans le choix des écoles derrière ? Je comprends bien que ce n'est pas le concours, mais... Oui. Alors là, la réponse est vraiment, pardon, mais très claire. Ça ne rentre pas du tout en compte au moment de l'étude du dossier. Quel que soit le nombre d'écoles, de campus choisis au sein du concours par le candidat, ça n'a aucune, pardon d'insister, mais aucune influence sur l'étude du dossier. Cette sélectivité, alors ça serait peut-être difficile aujourd'hui de rentrer dans le détail de ce qui nous intéresse au moment de l'étude du dossier, mais elle n'est basée que sur des faits académiques. Alors pour le coup, je ne sais pas si c'est propre aux écoles d'ingénieurs, mais ce qui intéresse aujourd'hui le jury au sein du concours à venir, c'est le parcours académique du candidat, et pas de savoir s'il est candidat à 2 ou 3 ou 4 écoles. Est-ce que passer le concours a un coût pour
l'étudiant, les familles? Oui, ça a un coût. Ce montant dépend du profil du candidat, si c'est un candidat issu d'un bac général, STI 2D, s'il est boursier ou pas, etc. Notre plus gros contingent, qui est représenté par des élèves de terminale générale, malgré tout, c'est un coût unique, effectivement, et ça c'est très important parce que ce coût, il ne bougera pas, quel que soit le nombre d'écoles ou de campus choisis par le candidat au sein de ce même concours. Voilà. Je précise que j'ai déjà eu la question, un concours raté n'est pas remboursé. Un concours raté n'est pas remboursé parce qu'une candidature engendre des frais de notre côté. On mobilise un jury, on mobilise des salles d'examen, on mobilise des concepteurs de sujets, des correcteurs, des surveillants. Je ne vais pas vous faire la liste déroulante de tous les gens qui gravitent professionnellement autour de l'organisation d'une sélection comme celle-ci avec des milliers de candidats chaque année. Donc non, c'est pas remboursé malgré ce qu'on pourrait. Alors, et quelque chose qui est important, ce que vous appelez l'échec d'un concours, ça aussi c'est un terme qu'on utilise nous assez peu parce qu'on n'échoue pas à un concours, on est classé à un concours. Souvent, les candidats nous disent je vais réussir ou je ne vais pas réussir le concours. Le concours vous donne accès à un rang parmi tous les autres candidats et c'est ce rang qui déterminera votre accès à telle ou telle école. Ce rang, il est unique, c'est un vrai concours commun. Le concours Avenir est un vrai concours commun dans le sens où si vous êtes 4827e, vous êtes 4827e pour toutes les écoles de ce concours. L'accès ensuite aux écoles dépendra évidemment de ce rang, mais aussi du nombre de places proposées par chacune des écoles. Et puis il faut le rappeler, c'est quand même la règle de base d'un concours, du choix fait par les candidats qui sont placés devant vous, pas forcément. Oui, et c'est l'intérêt d'avoir un concours avec plusieurs débouchés. C'est qu'ensuite, il y a une répartition des candidats. Exactement, parce que tous les candidats n'ont pas les mêmes aspirations géographiques, thématiques, etc. Donc, Très clair. Comment est-ce qu'on prépare ce concours? Alors, on ne va peut-être pas entrer dans le détail non plus de comment est-ce que je me booste en maths, mais comment est-ce que les étudiants peuvent se préparer? Est-ce qu'il faut quand même se préparer ou est-ce que juste bien étudier en classe suffit? Et puis ensuite, ça sera la dernière question, comment est-ce que les parents peuvent intervenir? Alors, pas passer le concours à la place de leur enfant, pas forcément que préparer le goûter le jour du concours, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Alors, se préparer au concours, indéniablement, c'est nécessaire. D'abord parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais aujourd'hui, le concours Avenir est le seul concours à valoriser autant la performance de ces candidats aux épreuves écrites. Nous valorisons ces épreuves à hauteur de 60%, donc majoritairement, dans la note finale. 60% est basé sur les épreuves du concours et j'allais presque dire seulement 40% sur la base de l'étude du dossier. Donc une fois qu'on a dit ça, on comprend que ces épreuves comptent énormément et qu'il faut donc bien les préparer. Il y a 3 façons efficaces de préparer ces épreuves. La première, c'est d'accéder au sujet des années précédentes. J'allais dire, sauf remaniement significatif des programmes, mais ce qui a été le cas il y a quelques temps et qui ne devrait plus l'être trop dans les années à venir. On ne réinvente pas la roue chaque année. C'est-à-dire que s'entraîner avec les sujets qui sont tombés les années précédentes, c'est un excellent moyen. Avec le conseil peut-être de ne pas s'entraîner sur ces sujets trop tôt, parce que je le redis, on l'a évoqué tout à l'heure, nos sujets sont basés sur l'intégralité du programme de l'année, et que télécharger ces sujets au mois de janvier, c'est le risque de se heurter à un sujet qui comporte au moins la moitié que le prof n'a pas encore abordé. Mais voilà, ça c'est un bon moyen. Nous proposons une façon un peu plus ludique au travers d'une application mobile qui est intéressante, qui permet de faire ça. C'est marqué dessus en situation de mobilité, donc ça c'est pratique. Et puis alors, pour le coup, s'il y a bien quelque chose qu'on recommande assez vivement, ce sont ces fameuses journées de préparation qui sont proposées au sein de nos écoles. On propose cette année plus d'une vingtaine de sessions différentes, au sein duquel les étudiants vont être mis en situation réelle, parce que c'est très important. Ils vont composer sur des sujets d'abord inédits, qui ont été spécialement conçus pour ces journées de préparation. On va leur demander de répondre sur la grille réponse qui sera exactement celle qui leur sera proposée le jour des épreuves. Il y aura ce jour-là des corrections par des professeurs. Et puis, il y aura surtout une partie qui, on le sait, plaît beaucoup aux jeunes participants. C'est la partie qu'on appelle, nous, méthodologie, on peut dire trucs et astuces, sur laquelle on leur explique aussi comment bien gérer une grille réponse, comment bien gérer son temps, comment bien gérer son stress. Tous ces éléments qui, parfois, peuvent faire un peu la différence. Vous vous doutez bien, je dis toujours que
dans nos 10-12 000 candidats, vous vous doutez bien qu'entre chaque candidat, il n'y a pas 2 points d'écart, hein, ça se joue à 0,01 point, et que parfois, bien répondre à une question supplémentaire ou gagner 30 secondes par rapport à son voisin, ça peut parfois faire un peu la différence. Donc on leur donne tout un tas d'informations et de tips, comme on dit, pour arriver beaucoup plus serein et plus armé le jour des épreuves. Donc ces journées de préparation, là, pour le coup, elles sont vraiment recommandées. Donc les parents... trouver les annales, inscrire à ces journées d'entraînement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre ? On sait, hein, et je suis presque le premier concerné, Parcoursup est une aventure familiale. Alors le rôle des parents, il est évidemment très important dans cette période où les jeunes se posent beaucoup de questions, où on leur laisse pas beaucoup de temps pour s'en poser, parce qu'à côté de ça, on leur met aussi une pression sur leur scolarité actuelle de terminale. On n'oublie pas de leur expliquer qu'il y a le bac à la fin de l'année, etc. C'est souvent une année où pas mal d'autres choses se présentent à eux. Il faut aussi penser au permis, il faut penser à plein d'autres choses. Donc, beaucoup de choses se bousculent dans leur tête, et être présent à côté de son jeune, c'est essayer de l'aider dans sa réflexion, parce que ça nécessite du temps, il faut se poser, et puis ça permet d'apporter le recul que le jeune n'aura pas forcément, essayer de l'éclairer sur ce qui semble l'intéresser dans la vie, quels sont les métiers qui pourraient être liés à ces différents points d'intérêt, l'accompagner dans des portes ouvertes ou dans des salons étudiants pour poser des questions auxquelles le jeune ne pense pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément tous la même approche de l'orientation, et puis réussir à être à ses côtés pour lui expliquer qu'il y a 3 types de formations en réalité dans Parcoursup, et c'est un peu ce que j'explique souvent, c'est la règle des 3 tiers, hein, dans le choix Parcoursup. Le premier tiers des vœux, ce sont des vœux auxquels le candidat peut rêver, et indépendamment et complètement indépendamment des chances qu'il a d'intégrer cette formation. Il ne faut surtout pas brider un enfant en lui disant ça effectivement ça a l'air pas mal mais tu n'as aucune chance, regarde ton dossier, ça ne sert à rien, on va se griller un vœu pour rien. Surtout pas. Je crois qu'il faut, j'invente rien là-dessus, hein, mais je crois qu'il ne faut surtout pas brider nos jeunes dans leurs ambitions. Un deuxième tiers qui correspond, semble-t-il, un peu plus en termes d'accès, de taux d'accès au dossier que le jeune présente. On essaie de mesurer, c'est pas évident, hein, je me doute bien que pour les parents c'est pas évident, mais en allant dans les écoles ou en parlant avec les concours, quelles sont les moyennes des candidats qui ont intégré chez vous l'année dernière au bac, quel était le dernier rang du dernier inscrit, etc. Et d'essayer de mesurer si le jeune a des chances, et là dans ces cas-là c'est le deuxième tiers, c'est ça me plaît, et en plus visiblement les chances semblent être là. Et puis le troisième tiers, là c'est s'assurer que l'année prochaine on ne sera pas à la rue, pardon de l'expression, et donc faire un choix de formation soit peu sélective, soit non sélective, mais s'assurer qu'on a ce que les jeunes appellent un plan B aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc accompagner ce jeune-là en lui expliquant qu'il y a plusieurs stratégies, le terme est peut-être un peu fort, mais plusieurs façons d'aborder Parcoursup, en rêvant, en essayant de se caler un petit peu sur sa réelle capacité à intégrer l'école, et puis quand même assurer un petit peu ses arrières, quoi. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple, ou sur Spotify, ou sur Deezer, ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.